Je m'appelle Jean-Philippe Perouty, j'ai créé le bureau français de Wine Intelligence. Donc on est une société qui sommes maintenant implantés dans 7 pays, on a été créé il y a 11 ans. Alors on travaille, initialement on a été créé à Londres. Le marché britannique représente une assez faible part de notre chiffre d'affaires maintenant, de nos jours. Ceci étant dit, notre cœur reste là-bas, hein, la société est originaire de là-bas, notre quartier général est de là-bas. Et il n'en reste pas moins que le marché britannique représente encore le 6e marché au monde en volume de vin tranquille consommé, mine de rien. Alors évidemment, quand on parle du Royaume-Uni, il y a toujours un contexte un peu morose qui revient. Hein. Les biens alimentaires ont augmenté de 4% l'an dernier, les dépenses de logement ont augmenté de 3%, et dans le même temps, les salaires ont augmenté de 1%, ce qui fait peser une assez forte contrainte sur les consommateurs. On sait aussi que le marché du vin décline tendanciellement au Royaume-Uni, les vins tranquilles en tout cas, qui perdraient 1 à 2% de volume tous les ans. Alors ceci étant dit, tout n'est pas noir sur ce marché. Une première chose qu'on peut constater, c'est que le marché britannique, c'est quand même 29 millions d'adultes qui consomment du vin. 29 millions, ça fait presque 65% de pénétration des adultes qui consomment du vin. À titre d'exemple, en France, c'est 75%, donc on n'est pas très très loin. Les Britanniques consomment du vin, continuent à consommer du vin, et on note, au risque de caricaturer un peu, 2 grandes tendances qui sont probablement d'intérêt pour la présentation d'aujourd'hui. Une première tendance qui est la recherche assez nettement de plus de légèreté, de vin un peu plus léger, peut-être plus fruité, mais surtout plus léger, qui apporte une sensation de fraîcheur. On voit notamment ça, la recherche de légèreté, au travers du pourcentage de ABV, le pourcentage d'alcool, le degré d'alcool dans les vins, qui est un critère de choix montant auprès des consommateurs britanniques. On voit ça très bien dans nos enquêtes. Donc ça, c'est la première assez grosse tendance en termes de consommation. Une deuxième tendance de consommation et d'achat de vin qu'on voit, qui est aussi importante, notamment quand on va aborder les sauvignons blancs néo-zélandais, qui est une assez nette montée en gamme. Hein, on voit bien sur le marché, en tout cas en grande distribution, que les tranches de prix qui se situent au-dessus de 6 livres enregistrent des taux de croissance à 2 chiffres, systématiquement, pendant que le moins de 5 livres recule graduellement. Alors ça, c'est dû à 2 choses. La première, c'est, comme beaucoup d'entre vous le savent, ce sont les droits d'assises et les taxes qui augmentent régulièrement. Alors évidemment, ça fait monter le prix moyen, mais également, probablement, sans doute aussi, un effet de substitution d'une consommation qui aurait graduellement glissé depuis le on-trade, depuis la CHR, vers le off-trade, donc les ventes à emporter, consommation au domicile. Donc on comprend assez facilement que là où on dépensait 15 livres, 12-15 livres en entrée de gamme dans un restaurant, les consommateurs dépensent assez volontiers, encore au Royaume-Uni, 7, 8, 9 ou 10 livres, 10 livres ça devient un peu plus rare, pour acheter un vin en grande distribution, qui est généralement d'une gamme supérieure de ce qu'ils trouvent en CHR à prix équivalent. Donc ça, ce sont les grandes tendances. Et le vin blanc là-dedans, le vin blanc est fermement établi, hein, solidement ancré sur ce marché. On estime qu'à peu près 81% des consommateurs de vin, donc 4 consommateurs de vin sur 5, consomment du vin blanc au Royaume-Uni. C'est plus élevé que le vin rouge, qui se situe à peu près 10 points de moins, 72%, et bien plus élevé en fait que le vin rosé, qui concerne à peu près un peu plus de la moitié des consommateurs de vin britanniques. Donc on a quand même les 4/5e de nos presque 30 millions de consommateurs qui consomment du vin blanc, ce qui en fait un marché assez important. Alors en termes de volume, on constate, donc si on regarde la répartition des volumes par couleur dans l'univers des vins tranquilles, le vin blanc, on estime que ça représente à peu près 40% des volumes. Alors ça mélange tout, hein. CHR, consommation au domicile. Pour ça, c'est un peu différent quand vous regardez les données de panel. Ce qu'on constate aussi, c'est que le vin blanc, cette part du vin blanc sur les 5 dernières années, au sein de nos enquêtes de consommateurs, est relativement stable. Ça varie de plus ou moins 1% peut-être par an. Ce qu'on voit par ailleurs, c'est que le vin rouge perd 1 à 2 points dans les volumes par an. Donc le vin rouge est en déclin tendanciel et les volumes de vin rouge partent dans 2 directions. D'abord des volumes en moins consommés, hein, il y a une petite baisse de la consommation quand même, mais aussi des effets de substitution vers les vins rosés qui gagnent des parts de marché assez nettement sur les vins rouges. Donc on peut retenir quand même de ça que le vin blanc fait quand même 40% des volumes. C'est une des boissons c'est une boisson consommée par les 4/5e de nos consommateurs et qui résiste
la couleur blanc résiste relativement bien à la crise, en conservant ses parts de marché. Alors évidemment, si je voulais être un peu plus fin, aller gratter un peu, il y a évidemment des tendances un peu différentes suivant les canaux. On constate, si on regarde les données de panel, une baisse tendancielle des volumes de vin blanc achetés en grande distribution, essentiellement, ça vient des données Nielsen. Ceci étant dit, ça décline moins vite que les rouges et les rosés, donc ça résiste un peu mieux. Le blanc résiste un peu mieux que le rouge et le rosé. Dans le on-trade, en CHR, on constate que les vins blancs, les volumes consommés de vins blancs sont relativement stables. Alors ça vient de CGA Stratégie, publié par le WSTA. Les rouges progressent sensiblement, mais les rosés reculent. Donc à nouveau, on voit que le vin blanc se tient relativement bien. Alors chez les cavistes, on n'a pas de chiffres très précis sur cet univers, sur ce circuit qui est très difficile à cerner. Ceci étant dit, on avait réalisé une enquête il y a 2 ans auprès des cavistes britanniques, d'une quarantaine de cavistes britanniques, et qui classaient sur une dizaine de vins différents, ils classaient les blancs comme deuxième en tendance montante, juste derrière les vins rouges frais et légers. Donc le vin blanc était classé, les vins blancs secs, attention, étaient classés en numéro 2, devant les 5 ou 6 autres, je ne me souviens plus, catégories mesurées. Donc clairement, les vins blancs secs et les rouges frais et légers, on retrouve cette idée de fraîcheur, de légèreté, sont des valeurs montantes, en tout cas chez les cavistes. Pour finir sur le contexte du marché, on va aborder 2 catégories, le Pinot Grigio italien et le Sauvignon blanc néo-zélandais. Alors, c'est très ambitieux, 10 minutes, dans les 10 minutes qui restent, d'essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'il marche bien, en plus, qui est Peruti pour donner des leçons. Je vais quand même essayer de remettre les choses dans leur contexte, pour commencer. Alors d'abord, là, ce que vous avez, c'est le top 10 de notoriété assistée. Donc on montre aux consommateurs, quand on les interroge, une liste de provenance de vins blancs, et on leur a demandé desquels avez-vous entendu parler. Alors en numéro 1, on retrouve le grand classique, le Chablis, qui est... C'est une quasi-marque, c'est une marque sur le marché britannique, pour les consommateurs britanniques. Le Pinot Grigio italien a connu un très fort développement de sa notoriété, maintenant numéro 2. Et on retrouve les Français, Bordeaux, Muscadet, les Australiens. Alors ce qui est amusant, c'est que le Sauvignon blanc néo-zélandais n'est que 6e finalement. Alors ça, c'est important d'être connu sur un marché, de générer de la notoriété, mais ce qui est encore plus important, une fois qu'on est connu, c'est d'être acheté, pris en rayon. C'est quand même ça qui compte, pour ensuite être consommé. Alors ce qu'on regarde derrière ça, c'est ce qu'on appelle le taux de conversion. Parmi ceux qui connaissent la provenance, quel pourcentage déclare avoir acheté? Et là, on a un changement assez majeur, puisque le Pinot Grigio italien devient numéro 1. Ça veut dire qu'une fois que le Pinot Grigio italien est connu, c'est le plus capable de générer de l'achat. Le Sauvignon blanc néo-zélandais n'est que 6e en termes de notoriété, mais passe numéro 3. Alors on a aussi rajouté le Marlborough, la région qui vient un peu en dessous. Numéro 3 en termes de conversion de cette notoriété en acte d'achat. Donc on voit bien, tout ça, ça démontre quoi? Que les Pinot Grigio italiens et les Sauvignons blancs néo-zélandais démontrent une redoutable efficacité commerciale, de conversion de la notoriété en acte d'achat, puis de consommation. Par contre, les vins français, je dois avouer, sont un peu dans une position un peu plus délicate. Vous voyez Chablis, qui est numéro 1 en notoriété, passe numéro 6 en conversion. Bordeaux vient juste en dessous, en numéro 8, passe de 3 à 8. Des vins comme Muscadet, la Loire ou l'Alsace disparaissent du top 10. Donc assez clairement, ces Italiens avec leur Pinot Grigio et ces Néo-Zélandais avec leur Sauvignon blanc font quelque chose de bien quelque part. Peut-être d'un peu mieux que les autres. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, un premier trait commun à ces 2 provenances, Pinot Grigio italien et Sauvignon blanc néo-zélandais, c'est que tous les 2 sont assez clairement portés par des cépages qui sont soit stables, soit en développement. Alors, qui vient en premier, la poule ou l'œuf? Est-ce que c'est les Néo-Zélandais qui ont développé le Sauvignon blanc? Probablement pas, ça existait déjà. Est-ce que c'est les Italiens qui auront lancé la catégorie Pinot Grigio? Probablement, mais ça existait aussi un peu. Et puis il y a aussi les Américains qui en font. Ceci étant dit, on constate quand même qu'ils mettent en avant le cépage, que le cépage d'ailleurs est devenu le premier critère de choix cette année quand on choisit un vin en grande distribution auprès des consommateurs britanniques, à parité avec l'offre promotionnelle. Et ça fait partie du top 3 des cépages en termes de pénétration. Le Sauvignon blanc serait consommé par un peu plus de la moitié des consommateurs britanniques de vin, c'est stable. Et le Pinot Grigio aussi par un peu plus de la moitié. Et le Pinot Grigio a gagné 10 points de pénétration
Donc ça veut dire 10% de nos 29 millions de consommateurs au cours des, 6 dernières années. Donc ça veut dire qu'en 6 ans, le Pinot Grigio aurait gagné pas loin de 3 millions de consommateurs supplémentaires. Et en plus, ces deux cépages sont également, donc Pinot Grigio et Sauvignon Blanc, sont deux cépages qui sont également capables de générer de la fidélité. D'ailleurs, comme le Chardonnay, chaque cépage génère à peu près 20% de préférence auprès des consommateurs britanniques. Tous les autres cépages ont des taux de préférence qui se situent aux alentours de 5 à 10% grand maximum, voire moins. Donc des cépages stables ou montants qui sont capables de générer de la fidélité, de l'engouement. Alors une deuxième chose, un deuxième point commun au Sauvignon Blanc néo-zélandais et Pinot Grigio italien, quand on regarde nos données de consommateurs, nos données d'enquête, alors d'abord une chose, c'est qu'un peu plus de la moitié des consommateurs de vin blanc sont des femmes. Et pas loin de 45% des volumes consommés par les femmes qui consomment du vin au Royaume-Uni sont des vins blancs. C'est uniquement à peu près un tiers pour les hommes. Donc clairement, la consommation de vin blanc est portée par les femmes, c'est important d'aller toucher cette cible. Et il se trouve que 60% des acheteurs de Pinot Grigio italien et Sauvignon Blanc néo-zélandais sont des femmes. C'est le pourcentage d'acheteurs femmes le plus élevé parmi les 12 provenances de vins blancs qu'on a mesurées. Pour vous donner un exemple, des vins comme... Alors je l'ai noté parce que je savais que j'allais oublier. Les vins blancs, les acheteurs de vins blancs de Bordeaux, de Loire, de Muscadet ou d'Allemagne comportent une majorité d'hommes. D'accord ? Donc assez clairement, les vins blancs néo-zélandais, en tout cas le Sauvignon Blanc et les Pinot Grigio italiens, ont su conquérir le cœur des femmes. Sachant que le vin blanc est porté par les femmes, c'est une cible importante. Donc ils ont su toucher une cible extrêmement importante pour cet univers. Alors, les points communs entre ces deux catégories, Pinot Grigio italien et Sauvignon Blanc néo-zélandais, s'arrêtent là. Du côté du Pinot Grigio, je crois, j'ai réalisé 2 petits entretiens informels avec des professionnels sur le marché britannique, et puis quand on regarde la presse et ce qu'on sait de ce marché, c'est qu'un élément de succès du Pinot Grigio, c'est 2 choses, c'est un profil gustatif et un prix qui sont relativement indolores. J'ai failli marquer au début un color, mais ce ne serait pas juste pour cette catégorie, parce que le Pinot Grigio a quand même du goût, mais indolore au sens d'abord de la neutralité, de la versatilité du goût des Pinot Grigio. Le Pinot Grigio est un vin qui n'agresse pas, c'est un vin relativement relax, c'est un vin qui est relativement neutre et qui va avec tout. Et c'est probablement un élément clé de son succès. Un deuxième élément clé qui compte quand même beaucoup au Royaume-Uni, il faut bien le dire, c'est que c'est pas cher. D'accord ? Et on a vu pendant longtemps, en tout cas jusqu'à il y a quelques années, que le succès du Pinot Grigio était très, très clairement tiré par un prix relativement bas. Donc, relativement neutre, un profil gustatif relativement neutre, versatile, qui va avec tout, pas cher. En un mot, la simplicité est clé. Ce sont des vins qui ne sont pas compliqués, ils ne sont pas prises de tête. On ne se prend pas la tête quand on aborde le Pinot Grigio. Et ça tombe bien, parce que quand on a fait... Donc là, ce que vous avez sont un extrait de résultats de table ronde qu'on a conduit avec de jeunes consommateurs britanniques il y a quelques années, où on essayait d'explorer un peu l'image qu'avaient les vins rouges, blancs et rosés auprès de ces consommateurs. Alors là, on va un peu vite, mais ce qu'on voyait relativement bien, c'est que les vins rosés et blancs sont des vins très relax. Alors vous avez quelques citations de consommateurs, « to get pissed more », bon, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est pour sortir entre filles, beaucoup, et généralement pour boire du vin sans trop se prendre la tête et avoir les effets, relaxants du vin. Je ne pense pas que M. Evans va approuver ce terme. Mais on parle du marché britannique. N'est-ce pas? À l'inverse, le vin rouge a, lui, une image traditionnellement beaucoup plus romantique et beaucoup plus sérieuse, en 2 mots. Donc le Pinot Grigio, c'est un vin simple qui s'insère très bien dans l'image qu'on a du vin blanc, qui est un vin qui n'est pas prise de tête. Alors le Pinot Grigio italien est également en phase avec l'image relax des vins italiens. À nouveau, vous avez des résultats là, de table ronde sur l'image des vins italiens auprès des consommateurs britanniques. Alors ce sont de jeunes consommateurs, des tables rondes qui ont quelques années, mais c'est une tendance assez stable. On retrouve des mots comme ça évoque les amis, la famille, des gens qui rigolent, dans un bar des gens qui fument, on avait beaucoup ça aussi, une pièce bruyante, des endroits bruyants et très relax. À titre d'information, quand on a fait ça sur la France, dans la même session de table ronde, on retrouvait des mots d'une grande table bien dressée avec une nappe blanche, des verres en cristal, très sérieux,
et des gens autour de la table qui vous jugent. Intimidant, en 2 mots. Enfin, c'est vraiment ça qui sort dans les tables rondes, hein. Donc on a le Pinot Grigio italien, qui est un vin relativement simple, pas prise de tête, ce qui s'insère, ce qui est parfaitement en phase avec l'image du vin blanc traditionnel comme on conçoit sur le marché, et avec l'image aussi de l'Italie. C'est important, le succès du Pinot Grigio italien a aussi été porté par l'image Italie, et n'oublions pas, par tout son réseau on-trade, notamment les pizzerias. Et si on fait encore un contraste avec les vins français, quand vous allez dans une high street, j'ai habité pendant 5 ans au Royaume-Uni, maintenant je suis à Avignon, dans ma high street, il y avait un restaurant espagnol, un restaurant argentin, un restaurant thaï, un restaurant chinois, il y avait un restaurant belge, qui faisait des moules, frites, il y avait 2 gastropubs, il y avait un mexicain, il y avait 2 pizzerias, bien évidemment, il y avait un seul restaurant qui n'était pas là, c'est le restaurant français. Il n'y avait pas de restaurant français, il n'y a pas de restaurant français en règle générale, à part des étoilés, dans lesquels je ne me suis jamais rendu à Londres. Et assez peu de gens y vont d'ailleurs. C'est relativement cher. Et enfin, pour finir, alors là, j'ai pas mis que des... Évidemment, le Pinot Grigio n'est pas qu'italien, hein. Vous reconnaîtrez des marques, j'ai mis des marques un peu emblématiques, hein, Oggio, Echo Falls et Jacob's Creek, donc des Pinot Grigio. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve sur ces marques emblématiques, alors toutes les marques n'ont pas le même design, le même packaging, les mêmes codes, mais on retrouve assez souvent des codes visuels qui sont en lien avec cette recherche de fraîcheur et de légèreté. Hein, ce sont enfin, les codes visuels me semblent relativement parlants, évoquent clairement la fraîcheur, notamment Echo Falls, hein, avec cette vague. Donc très clairement, on retrouve cette tendance vers une recherche de légèreté, de fraîcheur et de vin relativement simple. Alors bon, le Pinot Grigio, évidemment, pas cher, relativement simple, ce qui peut poser des problèmes, notamment quand il y a une baisse de la production. En France, par exemple, si on faisait image, c'est le Muscadet il y a quelques années. D'un coup, on se retrouve devant un problème, on ne peut plus fournir les volumes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de monter en gamme, mais si mon succès repose sur des vins pas chers, si c'est du pas cher, ça pose un problème. Alors, ce qu'on voit, c'est quand même une tendance, avec des signaux faibles, vers une montée des bicépages, ce dont vous avez discuté, évoqué tout à l'heure, pour les vins de Pays d'Oc d'ailleurs. Une autre tendance qu'on voit, les gens parlent de régionalité, faire venir des Pinot Grigio d'autres régions d'Italie, commencer pour essayer de faire monter en gamme, la région et la régionalité étant un élément important, ou le problème des substituts vers des cépages un peu moins connus, mais relativement bon marché et nouveaux pour renouer avec l'engouement, stimuler un nouvel engouement des consommateurs. Dans la conférence Wine Vision la semaine dernière, me semble-t-il, Dan Jago évoquait notamment qu'il commençait à mettre en avant des cépages blancs peu connus, mais pour restimuler un peu la demande des vins blancs en rayon. Donc ça, c'est une menace pour les Pinot Grigio. Il y a des nouveaux cépages qui arrivent derrière. Les Néo-Zélandais, c'est la stratégie inverse. D'abord, c'est un marché de niche. La stratégie des vins néo-zélandais, vous le savez sans doute, c'est faire des vins chers. Leur prix moyen en grande distribution britannique est quasiment le même que les bourguignons, que les vins bourguignons en GD britannique. Je crois que c'est aux alentours de 6,80 livres de nos jours, ou 6,50 livres, ce qui est très très cher pour le marché. 6,50 livres, ça fait quand même pas loin de 8 €. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, ce sont des vins fiables. C'est-à-dire qu'ils disent, on fait cher, on le fait de façon constante, et ce qu'il y a dans la bouteille doit être d'une qualité constante. Et c'est reconnu par le marché, par les professionnels, par les acheteurs, par les prescripteurs et par les consommateurs. Constance du niveau de qualité, constance du prix. Alors, sachant qu'à peu près 85%, me semble-t-il, des exportations néo-zélandaises vers le Royaume-Uni sont du Sauvignon blanc. Alors, ce qui est intéressant dans la filière néo-zélandaise pour le Sauvignon blanc, c'est qu'on a aussi une filière qui est soudée autour d'une marque et de valeurs communes. Alors, la marque, c'est New Zealand Wine, qui est une marque reconnue sur le marché britannique. Enfin, j'appelle ça une marque, c'est une interprofession, en fait. Ils sont là pour pousser les vins néo-zélandais collectivement. Et la plupart les 2 professionnels que j'ai interrogés et ce qu'on en sait, c'est que tout le monde reconnaît sur le marché l'unité des vins néo-zélandais autour de leur marque phare qui est New Zealand Wine. Alors New Zealand Wine ne fait pas que... Alors évidemment, ils font beaucoup de recherche et développement. On a l'exemple sur le terrain de rugby également. Oui. On a obligé un Français qui a vécu au Royaume-Uni de venir commenter les vins néo-zélandais. J'adore le rugby, c'est malheureux. Alors, ils ne promeuvent pas uniquement le rugby.
au travers de leur code visuel. Ils font aussi énormément de recherche et développement, énormément de promotion et de communication, et aussi ils fournissent pas mal également d'informations, de connaissances des marchés à leurs producteurs. Alors ils ne font pas que ça. Ce qu'ils font aussi, et vraiment le fond de l'affaire, c'est qu'ils cherchent à transmettre, à communiquer des valeurs. Les valeurs communes autour desquelles les vins néo-zélandais communiquent. Alors ce n'est pas de la philosophie. Hein. Ils ont su bâtir une unité autour de, je crois qu'ils sont 600 à 800 producteurs néo-zélandais, une unité autour de valeurs communes, avec des mots-clés qu'on retrouve systématiquement dans les communications de marque, qui sont pureté des paysages, pureté de la nature, exploration d'un territoire qui était vierge jusqu'au XVIIIe siècle, ça revient dans leur communication, pureté, exploration, préservation. Ce qui d'ailleurs les a conduits à conduire un gros programme depuis le milieu des années 90 de développement durable, et ils poussent les pratiques de développement durable auprès de leurs producteurs, notamment l'aspect le plus évident et le plus visible étant la création de ce logo, de ce label développement durable Nouvelle-Zélande, qui est d'ailleurs reconnu par pas mal de professionnels au Royaume-Uni, sachant que le développement durable a une valeur montante, clairement, sur le marché britannique. Tous les distributeurs ont dit à leurs consommateurs « on va sauver la planète ». Et les fournisseurs sont priés d'amener les éléments pour les aider à faire ça. Donc, on a une marque forte qui, sur le terrain, est également extrêmement active. Jusqu'à il y a 1 an ou 2, ils avaient notamment David Cox comme leader de l'interprofession, qui est un type assez truculent et reconnu sur le marché, qui était relativement symbolique. Donc ça a changé depuis. Mais ce sont des gens qui ont une stratégie, l'interprofession a une stratégie qu'ils appellent « wine in hand ». La stratégie, c'est que les consommateurs se retrouvent un jour avec un verre de Sauvignon blanc néo-zélandais ou Pinot Noir en main, un jour, pour le goûter. Donc, ils font notamment un événement annuel à destination des consommateurs, également des professionnels. Et je dirais que leur axe de communication que je trouve, et qui est massivement reconnu par la profession comme étant très professionnel et au goût du jour, très structuré, je crois, est très visible sur leur site internet. Alors, c'est que la partie émergée de l'iceberg, mais à titre personnel, j'ai rarement vu un site interprofessionnel si bien fait. On commence par les valeurs, la pureté, l'exploration des paysages. On descend un cran en dessous, on trouve toutes les informations dont on a besoin à propos des vins néo-zélandais. Un accès simple et moderne, très, très pratique, la carte à côté, on clique sur la région, on atterrit dessus. Les dernières nouvelles avec le fil Twitter. Et surtout, en bas, ils n'oublient pas 2 aspects. C'est où nous rencontrer, où est le prochain salon, où les consommateurs peuvent venir déguster. Et surtout, l'achat. C'est une des premières fois que je trouve ça sur un site interprofessionnel. Où est-ce que je peux trouver un vin néo-zélandais près de chez moi ? On a tout. Les valeurs, s'informer à propos des vins néo-zélandais, et où est-ce que je peux les toucher, les goûter et les acheter. Et enfin, alors évidemment, l'interprofession ne serait rien sans des marques fortes. C'est la deuxième grande dimension du succès des vins néo-zélandais. Une interprofession qui soude des marques entre elles, des marques fortes, des marques qui, pour la plupart, jouent le jeu. Alors attention, c'est pas Alice au pays des merveilles. Il y a des marques néo-zélandaises qui sont vendues dans le temps à 4 livres. Ça s'est vu. C'est assez peu fréquent. Elles tendent à pas rester très longtemps sur le marché. Les 3 marques que je vous ai mis là, ce ne sont pas les seules. Il y en a des dizaines et des dizaines, mais probablement les plus emblématiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ces marques-là, par exemple, ces 3 marques, sont toutes au même niveau de prix, en GD. Elles ont toutes une capsule à vis, ce qui est intéressant. Pour vendre des vins chers au Royaume-Uni, c'est les seuls à pouvoir faire ça. 90% des vins néo-zélandais sont fermés par capsule à vis. Fermés en capsule à vis. C'est ça. Donc la plupart ont des capsules à vis. La plupart vont jouer, donc même prix, capsule à vis, donc on retrouve des codes identiques. Et la plupart, si vous allez sur leur site internet ou dans leur communication, on retrouve les grands thèmes de l'interprofession et des producteurs néo-zélandais. Par exemple, à gauche, on ne voit pas bien ici, mais Oyster Bay, dans le petit, ça c'est leur première page de site internet, on retrouve des mots comme, je l'ai noté parce que c'est écrit beaucoup trop petit pour moi, comme pureté des arômes, pureté du fruit, découvrez notre région et la pureté des paysages. Donc on retrouve cette idée de pureté, de paysage, de développement durable. Sur Browncoat Estate, on retrouve dans les 3 pavés, explorer notre pays magnifique,
découvrez notre héritage, discover our heritage, explore our beautiful country, avec des images de l'outback, enfin c'est pas l'outback, pardon, et des images de gens qui font du trek dans les paysages néo-zélandais. Et Villa Maria, le grand encart que vous avez, les paysages néo-zélandais, c'est la moitié de son site internet, de la première page. Donc on retrouve tous les codes, c'est une filière, j'oserais dire, unie, relativement unie. Et enfin, pour conclure, alors, c'est toujours un peu caricatural, parce qu'il faut bien voir que les Pinot Grigio ont aussi leurs problèmes, et les Néo-Zélandais aussi. On a dépassé le temps, là. On a dépassé ? Ouais. Alors, je m'arrête.